Quand j'ai demandé l'heure du mariage de mon fils, ils m'ont dit que je n'étais même pas invitée. Je me souviens encore de ce matin-là comme si c'était hier. Le téléphone sonnait dans la cuisine, et moi, je préparais mon café, les mains un peu tremblantes comme toujours, depuis que l'âge s'est installé dans mes articulations. C'était ma belle-fille, Claire, sa voix douce mais froide, comme si chaque syllabe avait été polie pour éviter toute chaleur. Je lui ai simplement demandé « Claire, à quelle heure a lieu le mariage de mon fils, samedi ? J'aimerais savoir comment m'organiser. » Un silence d'abord, un silence long, lourd, presque indécent. Puis sa réponse, claire et coupante comme un couteau. « Vous n'avez rien à organiser, vous n'êtes pas invité. » Je n'ai pas compris, ou plutôt, je n'ai pas voulu comprendre. J'ai cru à une mauvaise blague, à une maladresse de sa part. J'ai attendu qu'elle ajoute quelque chose, une explication, un mot doux, une main tendue. Mais rien. Seulement ce silence, et puis le bruit sec de la conversation coupée. Je suis restée assise, le combiné encore collé contre mon oreille, fixant le mur comme si soudain il allait m'expliquer ce qui venait de se passer. Mon cœur battait fort, mes mains tremblaient, plus que d'habitude. Comment pouvait-on dire cela à une mère ? À moi, qui avais élevé mon fils seul pendant tant d'années, qui avait travaillé sans relâche pour qu'il fasse ses études, pour qu'il ait un avenir digne. Je me suis revue, jeune veuve, à l'usine au petit matin, les cheveux cachés sous un foulard, les mains couvertes de poussière de métal. Je me suis revue rentrer le soir, épuisée mais heureuse de trouver mon fils endormi, ses cahiers ouverts à côté de lui. J'avais tout sacrifié pour lui, ma jeunesse, mes rêves, ma santé. Et voilà qu'aujourd'hui, pour le jour le plus important de sa vie, il m'écartait comme une étrangère. Je me suis demandé si j'avais mal entendu, si mes oreilles fatiguées avaient déformé ses mots. Alors j'ai composé le numéro de mon fils, Marc. Il n'a pas décroché. 3 fois, 4 fois. Finalement, il m'a rappelé, sa voix pressée, presque agacée. « Maman, écoute, ce n'est pas la peine de venir, ce sera plus simple comme ça. » « Plus simple ? Pour qui ? Pas pour moi. »« Mais enfin, Marc, je suis ta mère. Comment pourrais-je ne pas être là ce jour-là ?» Il y eut un soupir au bout du fil, puis une phrase qui m'a déchirée. « Ce n'est plus ta famille, maman. » Je crois que j'ai arrêté de respirer. Ces mots ont résonné en moi comme une gifle. Ce n'était pas seulement une invitation refusée, c'était une exclusion, une condamnation. Comme si toutes ces années de sacrifice, de tendresse, de présence ne comptaient plus. Comme si, dans le grand livre de sa vie, mon nom avait été effacé d'un trait de plume. Les jours qui ont suivi ont été un supplice. J'entendais mes voisins parler du mariage. Certains même avaient fait reçu leur invitation, joliment imprimée, avec dorures et rubans. Et moi, je n'avais rien. Rien qu'un silence épais autour de moi. Même ma petite fille, Lucie, à qui j'avais pourtant offert tant de cadeaux, évitait mes appels. J'ai compris alors que ce n'était pas une erreur, ni un oubli. C'était une décision, prise à 2. Mon fils et sa future épouse avaient décidé que je ne ferais pas partie de cette fête, de ce moment de joie. Comme si ma présence aurait fait tache sur leurs photos. Le samedi du mariage est arrivé. J'ai entendu les cloches de l'église depuis ma fenêtre. Elles sonnaient à toute volée, joyeuses, éclatantes. Pour tout le village, c'était un jour de fête. Pour moi, c'était un jour de deuil. J'ai imaginé Marc dans son costume, nerveux mais heureux. J'ai imaginé Claire dans sa robe, entourée de ses demoiselles d'honneur. J'ai imaginé les rires, les fleurs, les applaudissements. Et moi, seule, avec une tasse de café froid entre les mains. J'aurais voulu être forte, me dire que ce n'était qu'une cérémonie, qu'un instant. Mais je sentais au fond de moi que c'était plus que cela.
C'était un choix de vie. M'effacer. Le soir, les réseaux sociaux se sont remplis de photos. J'ai vu mon fils sourire, entouré de sa nouvelle belle famille. Sur aucune photo je n'existais, comme si j'étais morte depuis longtemps. Alors, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas laisser cette humiliation rester sans voix. Pas pour moi, mais pour la vérité. Parce que je savais une chose que ni Claire, ni sa famille n'imaginaient, et qui changerait tout. Et c'est ce soir-là, seule dans ma chambre, que j'ai sorti du vieux tiroir le dossier que je gardais depuis des années. Celui que même mon fils ne connaissait pas encore. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le dossier posé sur ma table de chevet me brûlait les yeux, comme une vérité prête à exploser. Mais avant de parler de ce qu'il contenait, je dois vous raconter comment la blessure s'est enfoncée encore plus profondément dans ma chair, les jours qui ont suivi. Le lendemain du mariage, j'ai osé sortir faire quelques courses. À l'épicerie du village, les conversations volaient dans tous les sens. Tout le monde ne parlait que de cette cérémonie magnifique, de ce banquet somptueux au château voisin. Un vrai conte de fées, disait-on. On vantait la beauté de la robe de Claire, la générosité du buffet, les discours émouvants. J'écoutais en silence, le cœur serré, chaque mot me rappelant que j'avais été effacée de cette histoire. Une voisine, croyant bien faire, m'a dit « Alors, vous avez dû verser quelques larmes hier en voyant votre fils se marier ?» Je n'ai pas trouvé la force de lui répondre. Mes larmes, je les avais versées seule, dans l'ombre de ma maison. Elle a compris à mon silence. Son sourire s'est figé, puis elle a baissé les yeux, gênée. De retour chez moi, j'ai ouvert la boîte aux lettres. Une enveloppe blanche m'attendait. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était le faire-part officiel du mariage. Mais celui-ci était revenu, car il ne m'avait jamais été envoyé. L'adresse était correcte pourtant. Ils avaient volontairement gardé mon nom en bas d'une pile, oublié, ou plutôt rayé de leur liste. J'ai serré ce carton glacé entre mes doigts, comme on serre une pierre contre sa poitrine. Les jours suivants, j'ai essayé d'appeler Marc à plusieurs reprises. Aucune réponse. Finalement, il m'a envoyé un simple message. « Maman, je t'en prie, ne complique pas les choses. C'est mieux ainsi. » Mieux pour qui? Certainement pas pour moi. Je repensais à toutes ces années où j'avais été la seule à l'accompagner au match de football, la seule à l'attendre devant l'école avec un parapluie les jours de pluie. Je me souvenais des soirs où nous mangions des pâtes sans beurre, parce que la paix n'était pas encore tombée, mais où je lui faisais croire que c'était un plat spécial. Tout ça, balayé d'un revers de main. Et ce n'était pas seulement Marc, c'était Claire aussi. Cette jeune femme que j'avais accueillie avec chaleur, que j'avais invitée à dîner des dizaines de fois. Je me souvenais encore du premier soir où il me l'avait présentée. Elle portait un manteau beige, ses cheveux brillants sur ses épaules, un sourire charmant. J'avais pensé, enfin, il a trouvé quelqu'un qui l'aime. J'avais ouvert ma maison, mon cœur, et voilà comment elle me remerciait. En fermant la porte à double tour, le jour le plus important. Un après-midi, je suis allée jusqu'au parc, espérant croiser ma petite fille Lucie. Elle jouait souvent là-bas, après l'école. Et je l'ai vue, en effet, sur la balançoire. Son rire clair résonnait dans l'air frais. Mais quand elle m'a aperçue, son sourire s'est effacé. Elle a couru vers sa mère qui l'attendait à l'entrée du parc. Claire m'a jeté un regard glacial, un regard qui disait tout. « N'approchez pas !» Elle a pris la main de Lucie et est partie sans un mot. Je suis restée plantée là, immobile, sentant le sol se dérober sous mes pieds. C'était pire qu'une humiliation publique. C'était comme si on voulait effacer, jusqu'au lien avec ma petite fille, ce fil d'amour qui me tenait encore debout. Le soir, j'ai ressorti de nouveau le dossier. Mes mains tremblaient,
Non pas de vieillesse cette fois, mais de colère contenue. À l'intérieur, il y avait des papiers jaunis, des factures, des relevés bancaires, et surtout, un document officiel signé devant notaire. Un testament. Pas le mien, mais celui de mon mari, le père de Marc. Peu de gens le savaient, mais quand il est mort, il avait laissé un petit patrimoine. La maison familiale, quelques économies, et surtout un terrain aux abords du village, que son père lui avait transmis. Dans ce testament, il était écrit noir sur blanc que ses biens reviendraient à Marc à sa majorité, mais sous une condition, que je sois consultée pour toute décision importante concernant son avenir. En d'autres termes, j'avais encore une voix, un droit, une place légitime dans sa vie, malgré tout. Je n'avais jamais utilisé ce document. Je n'avais jamais voulu brandir cette arme. Je pensais que l'amour suffisait, que ma présence de mère serait assez forte pour que Marc ne m'exclût jamais. Mais à présent, face à ce rejet, je comprenais que le temps de la patience était révolu. Un soir, alors que je dînais seule avec une soupe trop salée, le téléphone a encore sonné. C'était Claire. Sa voix, cette fois, était ferme, presque dure. « Écoutez, madame, je crois qu'il vaut mieux qu'on mette les choses au clair. Marc a sa vie maintenant. Nous avons notre famille. Ce n'est pas la peine d'insister. » J'ai essayé de répondre, mais ma gorge s'est serrée. Elle a continué, implacable. « Vous n'avez rien à faire ici. » Ces mots, je les ai reçus comme un poignard. Vous n'avez rien à faire ici. Moi, qui avais donné la vie à cet homme, qui avait construit chaque pierre de son avenir, je n'avais plus rien à faire dans son présent. Quand j'ai raccroché, j'ai pleuré longtemps. Mais mes larmes, cette fois, n'étaient pas seulement de la douleur. Elles étaient un mélange de tristesse et de détermination. Car je savais que le jour viendrait où la vérité éclaterait. Et ce jour-là, je ne serais pas seulement une mère rejetée. Je serais celle qui remettrait les choses à leur juste place. Et ce moment approchait plus vite qu'il ne l'imaginait. Les semaines ont passé, lourdes et silencieuses, comme si chaque jour rallongeait la distance entre moi et mon fils. Pourtant, le dossier ne me quittait pas. Je le sortais le soir, je le parcourais à la lueur d'une lampe, relisant 100 fois ces mots de mon mari disparu. Comme si, de là-haut, il me rappelait que je n'étais pas insignifiante, que j'avais encore un rôle à jouer. Puis l'occasion s'est présentée, presque sans que je la cherche. Un matin, j'ai reçu une lettre de la mairie. On m'invitait à une réunion concernant l'avenir du terrain que mon mari avait laissé en héritage. Une société voulait y construire un complexe résidentiel. Or, le terrain portait encore le nom de Marc, mais avec la clause que toute décision devait être validée par moi, en tant que tutrice légale désignée à l'époque. Mon cœur a battu fort. Voilà, c'était ça. C'était mon moment. Le jour de la réunion, je me suis préparée avec soin. J'ai mis ma veste bleu marine, celle que je ne portais que pour les grandes occasions, et un foulard que Marc m'avait offert quand il avait 10 ans, lors d'une sortie scolaire. Je voulais me sentir digne, droite, malgré mes cheveux gris et mes mains fatiguées. Quand je suis entrée dans la salle de la mairie, ils étaient là. Marc, assis au premier rang, la main de Claire posée sur son bras comme pour lui donner de l'assurance. La belle famille, elle était présente aussi, élégante, sûre d'elle, parlant fort avec les notables du village. À ma vue, un silence est tombé. Les regards se sont tournés vers moi. J'ai senti l'hostilité dans les yeux de Claire, l'inconfort dans ceux de Marc. Mais je n'ai pas baissé les miens. Je me suis avancée lentement, mes pas résonnant sur le parquet. Le maire a commencé à parler des projets de construction, des investissements, des promesses de modernisation. Puis il a demandé « Y a-t-il des questions ou des objections concernant ce terrain ?» J'ai levé la main. On aurait entendu une mouche voler. Claire a murmuré quelque chose à Marc, mais il s'en est resté figé.
J'ai sorti calmement le dossier de mon sac et je l'ai posé sur la table devant moi. « Ce terrain, ai-je dit d'une voix claire, ne peut faire l'objet d'aucune transaction sans mon accord. » Des murmures ont traversé la salle. Le maire a froncé les sourcils. « Mais, madame, le propriétaire officiel est bien votre fils, non ? » ?»« Oui, » ai-je répondu. « Mais selon ce testament, j'ai déplié le document, l'ai montré à tous. Toute décision concernant ces biens doit passer par moi. C'est une clause légale, signée et enregistrée. » Je n'oublierai jamais le visage de Claire à ce moment-là. Son assurance s'est effritée d'un coup. Ses joues se sont empourprées, ses lèvres se sont pincées. Marc, lui, avait baissé la tête, incapable de me regarder. Le maire a lu rapidement les papiers, a consulté l'avocat présent, puis a confirmé d'une voix solennelle. « Madame a raison. Sans son accord, rien ne peut être décidé. » Le silence qui a suivi a été lourd, presque écrasant. C'était comme si tout le monde retenait son souffle. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti mon cœur se redresser dans ma poitrine. Je n'étais pas effacée. J'étais encore là. Claire a pris la parole, sa voix tremblante, malgré ses efforts pour rester ferme. « Mais enfin, ce n'est pas logique. Marc est adulte, il est marié, il a sa propre famille. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu « Justement. Et s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que je l'ai porté seul sur mes épaules pendant des années. Parce que j'ai respecté la parole de son père, disparu trop tôt. Cette maison, ce terrain, ces sacrifices. Tout cela a une histoire. Une histoire que vous ne pouvez pas effacer d'un coup. » Les gens présents chuchotaient. Certains hochèrent la tête avec respect. J'ai vu des regards changer, comme si, d'un coup, ma dignité retrouvait sa place. Marc a enfin levé les yeux vers moi. Ses pupilles brillaient d'émotion, mais il restait silencieux, comme un enfant pris entre deux feux. Claire, elle, serrait les poings, incapable d'accepter que je sois encore debout. À la fin de la réunion, on m'a demandé de signer un accord provisoire, confirmant que rien ne serait décidé sans moi. Ma main tremblait un peu en tenant le stylo, mais mon geste était ferme. Je venais de reprendre ma voix. En quittant la salle, j'ai entendu des villageois murmurer « Quelle femme, quand même !» On l'avait trop vite mise de côté. Et moi, je marchais lentement dans la rue, sentant le poids de la solitude se mêler à une fierté nouvelle. Mais ce n'était pas fini. Le soir, Marc est venu frapper à ma porte. Je l'ai trouvé sur le pas, les épaules basses, les yeux fatigués. Pendant un instant, j'ai cru retrouver mon petit garçon, celui qui venait s'excuser après une bêtise. « Maman, » dit-il d'une voix rauque, « pourquoi tu as sorti ce testament aujourd'hui ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Parce que tu m'as effacé, Marc. Parce que tu m'as laissé dehors, le jour le plus important de ta vie. Et je ne pouvais plus me taire. » Il a baissé la tête, honteux. « Ce n'était pas que moi. Claire, elle ne voulait pas. » Je l'ai interrompu. « Non, Marc, tu as laissé faire. Tu as choisi de te taire. » Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Claire est apparue derrière lui, les bras croisés, le visage dur. « Tu vois, Marc, j'avais raison. Ta mère ne cherche qu'à contrôler ta vie. » J'ai serré le poing sur l'accoudoir de ma chaise. « Non, Claire, je ne cherche pas à contrôler, je cherche à rappeler. Rappeler que je fais partie de cette famille, que vous le vouliez ou non. Et que la vérité ne disparaît pas parce qu'on décide de fermer une porte. » Le silence est tombé. Marc, partagé entre nous deux, ne trouvait pas les mots. Claire fulminait. Moi, je sentais que le moment décisif approchait.
Et ce moment allait venir plus tôt que prévu. Cette nuit-là, après leur départ, je suis restée longtemps assise dans le silence de ma maison. Le vent frappait doucement contre les volets, et chaque craquement du bois me rappelait le vide qui s'était creusé entre nous. J'avais l'impression d'avoir mené une bataille, mais au fond, je n'aspirais pas à la guerre. Je voulais simplement être reconnue, exister encore dans la vie de mon fils. Les jours suivants, l'atmosphère dans le village avait changé. Certains venaient pour me saluer, avec plus de respect qu'avant, comme si le fait d'avoir tenu tête publiquement à Claire et à sa famille m'avait rendu plus solide à leurs yeux. Mais ce respect social ne remplaçait pas ce que je désirais le plus, une réconciliation intime avec mon fils et un lien retrouvé avec ma petite fille. Un soir, alors que je triais de vieux albums photos, j'ai entendu frapper doucement à la porte. Quand j'ai ouvert, c'était Marc, seul cette fois. Il avait l'air fatigué, les traits tirés. Dans ses mains, il tenait un cadre. Je l'ai reconnu aussitôt. Une photo de nous deux, prise le jour de sa remise de diplôme. J'étais à ses côtés, fière, souriante, malgré les rides et les cheveux déjà argentés. « Je l'ai retrouvée dans mes affaires », dit-il d'une voix basse. Je ne me souvenais même pas qu'elle existait encore. Je lui ai fait signe d'entrer. Il s'est assis, a posé la photo sur la table, et pendant un long moment, nous sommes restés silencieux, comme deux étrangers qui n'osaient pas se parler. Enfin, il a soufflé. « Maman, j'ai honte de ce qu'on t'a fait. J'aurais dû me battre pour toi. » Mes yeux se sont embués, mais je suis restée calme. « Marc, ce n'est pas la honte que je veux de toi, c'est le courage de ne pas laisser effacer l'histoire qui nous unit. » Il a hoché la tête, les larmes aux yeux. « Claire, elle avait peur que tu prennes trop de place, qu'on ne puisse pas construire notre vie à deux si tu étais trop présente. J'ai cédé. J'ai eu peur de perdre son amour. » Je l'ai regardé longuement. « Et moi, tu étais prêt à me perdre ?» Sa réponse a été un sanglot. Il s'est levé, a pris ma main, l'a serrée fort, comme lorsqu'il était enfant et qu'il cherchait refuge dans ma paume. Nous avons parlé longtemps ce soir-là, de son enfance, de mes sacrifices, de tout ce que nous avions traversé. Il écoutait, vraiment, comme s'il redécouvrait des morceaux de sa propre vie qu'il avait volontairement enfouis. Puis, timidement, il a dit « J'aimerais que Lucie puisse te voir. » Elle me demande souvent pourquoi tu n'étais pas au mariage. Je n'ai jamais su quoi lui répondre. Ces mots ont transpercé mon cœur. Alors, quelques jours plus tard, Lucie est venue. Je l'ai vue courir dans le jardin, ses cheveux au vent, ses yeux pétillants. Elle s'est arrêtée devant moi, hésitante, puis a murmuré « Mamie ?» Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je l'ai serrée dans mes bras, respirant son parfum d'enfance, mélange de savon et de chocolat. C'était comme si une partie de moi reprenait vie. Claire, cependant, ne pardonnait pas facilement. Elle m'évitait, me regardait toujours avec méfiance. Mais peu à peu, je sentais que quelque chose changeait. Peut-être était-ce la fatigue de se battre contre une vieille femme qui ne voulait que l'amour de son fils. Peut-être était-ce le regard de Lucie qui me réclamait de plus en plus. Ou peut-être simplement le temps, ce grand adoucisseur de rancune. Un dimanche, Marc m'a invitée à dîner chez eux. J'ai hésité longtemps, la peur de l'humiliation encore vive en moi. Mais j'y suis allée. La table était dressée simplement. Claire m'a saluée poliment, sans chaleur, mais sans froideur non plus. C'était déjà une victoire. Pendant le repas, Lucie me posait 1000 questions, riait de mes anecdotes. J'ai senti, dans un coin de la pièce, un cadre posé sur une étagère. La photo de la remise de diplôme, celle que Marc avait rapportée chez lui. Elle avait trouvé sa place, comme un signe.
Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai compris que je n'étais peut-être plus au centre de la vie de mon fils, mais que je n'étais plus non plus effacée. J'existais de nouveau, pas comme un fantôme, mais comme une présence discrète et respectée. Le dossier, je l'ai rangé. Je ne l'ai pas détruit. Il fait partie de mon histoire, de notre histoire. Mais je l'ai refermé, parce que je n'ai plus besoin de brandir des papiers pour rappeler que je suis sa mère. Ma place ne dépend pas de clauses juridiques. Elle dépend de l'amour que nous choisissons de nous donner, même maladroitement, même tardivement. Aujourd'hui, quand je regarde mon fils rire avec sa femme et leur enfant, je sens encore une cicatrice. Elle ne disparaîtra jamais. On ne guérit pas d'une telle blessure comme on guérit d'un rhume. Mais j'ai appris à vivre avec. J'ai appris que parfois, pour retrouver sa dignité, il faut se battre. Et que parfois, pour retrouver l'amour, il faut savoir tendre la main malgré tout. J'aurais aimé être là, le jour de son mariage. J'aurais aimé danser, applaudir, pleurer de joie. Mais la vie m'a donné une autre scène, une autre forme de réconciliation. Peut-être moins éclatante, mais plus profonde. Je suis une mère, une grand-mère, une femme qui a connu l'exclusion, l'humiliation, mais qui a retrouvé sa voix. Et si un jour ma petite fille me demande pourquoi je n'étais pas là ce fameux samedi, je lui répondrai simplement. Parce que parfois, même dans une famille, on doit se battre pour rappeler qui l'on est. Mais sache une chose, ma chérie, je n'ai jamais cessé de t'aimer, ni de l'aimer, lui. Et je sais qu'en disant cela, mon cœur trouvera enfin la paix. Car on peut m'effacer d'une photo, mais jamais de leur histoire.